Ghana pleure. L'un de ses anciens présidents, J.J. Rawlings, âgé de 73 ans, est décédé ce jeudi. Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays pour un deuil national qui débutera vendredi et durera 7 soldats burkinabés ont été tués, plusieurs blessés ou portés disparus mercredi. Ceci est intervenu dans une embuscade tendue dans le nord du pays par des groupes djihadistes. Les autorités de transition maliennes installées après le putsch de 18 août font face à une contestation grandissante. Un acteur majeur de la crise politique se braque à son tour contre l'emprise jugée excessive des militaires. Il aura marqué l'histoire politique de son pays. J.J. Rawlings, qui a dirigé le Ghana pendant près de 20 ans et était devenu l'une des figures les plus charismatiques de l'Afrique contemporaine, est décédé à l'âge de 73 ans. Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays pour un deuil national qui débutera ce vendredi et durera 7 jours. Retour ici sur la vie politique de ce président. Pendant près de 20 ans, il aura dirigé le Ghana et était devenu l'une des figures les plus charismatiques de l'Afrique contemporaine. À 73 ans, l'ancien président J.J. Rawlings est décédé, a annoncé jeudi la présidence ghanéenne. L'actuel président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a affirmé dans un communiqué que Rawlings était décédé jeudi matin dans un hôpital de la capitale Accra à la suite d'une courte maladie. Né le 22 juin 1947 à Accra d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il entre en 1967 à l'académie militaire qu'il quitte un an plus tard pour entrer dans l'armée de l'air où il excelle comme pilote. Il a d'abord été connu pour son image de jeune révolutionnaire intègre s'emparant du pouvoir à 2 reprises, à 32 puis à 34 ans, alliant un physique à la Che Guevara à un discours national populiste et une filiation politique progressiste. À partir de 1981, il devient chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans et dirige un régime qui ne s'embarrasse pas des droits de l'homme avant de devoir céder au début des années 90 à la vague du multipartisme. Mais jouissant d'une réelle aura, il est élu fin 1992 président de la 4e République du Ghana avec plus de 58% des suffrages à l'issue d'un scrutin démocratique terni par des accusations de fraude. Il est réélu en 1996 dès le premier tour dans une élection considérée comme transparente. Après 19 ans et 7 mois au pouvoir, il quitte la tête de l'ancienne colonie britannique en 2000 avec l'élection de John Kufuor, candidat du parti d'opposition à l'époque. Il tire sa révérence à un moment où le Ghana a encore besoin de lui. 7 soldats burkinabés ont été tués, plusieurs blessés ou portés disparus. Mercredi, ceci est intervenu dans une embuscade tendue dans le nord du Burkina Faso, en pleine campagne pour l'élection présidentielle. C'est ce qu'a pris l'AFP jeudi de sources sécuritaires. Reportage. Une patrouille militaire est tombée dans une embuscade dans des localités situées dans la province de Loudalan, frontière du Mali et du Niger, a déclaré une de ses sources de sécurité. Le bilan provisoire est de 7 militaires tués et des blessés, d'autres soldats étant portés disparus selon cette source. Une opération de ratissage est en cours pour traquer les assaillants et rechercher les éléments qui manquent à l'appel, a précisé une autre source de sécurité confirmant l'attaque. La dernière embuscade contre des soldats dans le nord du Burkina Faso, la zone du pays la plus touchée par les exactions djihadistes, remontait au 11 septembre. 4 militaires avaient été tués. Le Burkina Faso, miné par une spirale d'attaques djihadistes, depuis 5 ans, organise des élections présidentielles et législatives le 22 novembre prochain. Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat, a lancé sa campagne la semaine passée en promettant de ramener la paix. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir été incapable de faire face aux menaces djihadistes croissantes lors de son premier mandat. En raison des violences djihadistes touchant une grande partie du territoire, près de 1500 villages sur plus de 8000 dans 22 communes, sur plus de 300 ne participeront pas au scrutin. En septembre, les députés ont adopté une loi permettant de valider les résultats des élections, même si elles ne se déroulent pas sur l'ensemble du territoire.
Les autorités de transition maliennes installées après le putsch du 18 août font face à une contestation grandissante. Un acteur majeur de la crise politique se braque à son tour contre l'emprise jugée excessive des militaires. Le mouvement dit du 5 juin a dénoncé dans un communiqué publié mercredi soir l'ascendant des militaires sur la transition sous un habillage civil. Il a appelé à entrer en résistance. Le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques est une coalition de partis et d'organisations de la société civile qui a mené la mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, canalisant les aspirations des Maliens face aux violences djihadistes et intercommunautaires, au marasme économique ou encore la délinquance et la corruption de l'État. Ce sont finalement les militaires qui ont renversé Keïta le 18 août. Ils se sont engagés à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois et ont installé entre fin septembre et début octobre un président et un gouvernement de transition. Ils viennent de s'attaquer à la mise en place du dernier organe législatif de cette transition. C'est cet organe, appelé Conseil national de transition, qui suscite la grogne du M5 et d'autres contre les militaires dont le coup de force d'août avait été accueilli favorablement par de nombreux Maliens. Le M5 RFP a perdu de sa force d'action dans la transition, mais sa voix compte toujours. Le parti du chef de l'opposition sous le régime déchu, Soumaïla Cissé, en fait partie. Les conditions de création du CNT ont fait tomber les masques et dévoilé la nature purement militaire de la transition avec un habillage civil qui ne trompe plus personne, dit le M5. Les décrets publiés cette semaine et fixant les modalités de création du Conseil y octroient 8 représentants au M5 sur 121. Les forces de défense et de sécurité disposent d'un 5e des sièges avec 22 représentants. Les décrets sont purement et simplement inacceptables, dit le M5 qui refuse de participer au CNT. En RDC, la crise politique au sein de la coalition au pouvoir préoccupe les Nations Unies et la très influente Église catholique. Elles ont réagi mercredi, appelant les acteurs à la retenue. Les précisions. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a condamné sur Twitter les propos incendiaires attribués au secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, sur le Front commun pour le Congo FCC. Le Bureau a demandé aux acteurs politiques de tous bords de s'abstenir de tenir des discours pouvant porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Mercredi, la conférence des évêques du Congo, la CENCO, a rencontré l'ex-président Joseph Kabila après une précédente entrevue avec le président Félix Tshisekedi la veille dans le cadre des consultations. Le 2 novembre, le chef de l'État a lancé des consultations en invoquant l'union sacrée face aux tensions au sein de la coalition. Le président a poursuivi ses consultations en recevant l'UNC, le parti de son ex-directeur de cabinet Vital Kamerhe, condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds. Les signes de tension sont quasi quotidiens. Mardi, 2 ministres membres du FCC ont été empêchés de quitter Kinshasa par les services de migration selon les médias congolais. Motif, ils n'avaient pas l'autorisation du directeur de cabinet du chef de l'État, selon la radio onusienne Okapi. Mardi, Kabouya a accusé le FCC de préparer un coup contre le chef de l'État Félix Tshisekedi. Qu'il se prépare, nous sommes prêts à les affronter, a-t-il ajouté dans un audio partagé sur les réseaux sociaux. L'UFC a dit être ouvert au dialogue avec le chef de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition, a indiqué dimanche le parti. Un accord de coalition resté très largement secret jusqu'à présent. De bonnes nouvelles du côté de la Tunisie pour le dialogue interlibyen. L'ONU a annoncé mercredi que les participants libyens au dialogue politique en cours à Tunis étaient parvenus à une feuille de route préliminaire prévoyant des élections crédibles dans un délai de 18 mois après une série d'avancées diplomatiques récentes. Reportage.
115 représentants libyens sont réunis depuis lundi et ce pour une semaine à Tunis, sous l'égide de l'ONU dans l'objectif de sortir la Libye des conflits dans laquelle elle a sombré après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Ce dialogue politique vise à mettre sur pied un exécutif unifié, mettant fin à la division de la Libye entre deux principaux camps, celui de l'Ouest, le gouvernement d'union nationale reconnu par les Nations Unies et basé à Tripoli, et celui de l'Est, incarné par le maréchal Khalifa Haftar, qui dispose du soutien d'un parlement élu et de son président, Aguila Saleh. Après 3 jours de discussion, ils sont parvenus à un accord préliminaire sur les élections. Aujourd'hui, les participants au forum de dialogue politique libyen sont parvenus à un accord préliminaire sur une feuille de route pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections parlementaires et présidentielles libres, équitables, inclusives et crédibles. Les participants ont décrit des étapes claires pour atteindre ces élections, y compris un accord sur une base constitutionnelle. Selon le processus qu'ils ont décrit, les élections auront lieu dans pas plus de 18 mois. Selon l'émissaire de l'ONU, ce forum de dialogue de Tunis est la meilleure occasion pour mettre fin aux divisions. Plusieurs organisations ont critiqué la composition du forum, estimant que certaines forces politiques ou militaires n'y étaient pas assez représentées. Toutes les initiatives diplomatiques des dernières années ont échoué à résoudre ce conflit qui a vu l'implication croissante de puissances étrangères. Sur le terrain, Hanan Al-Barazi, avocate et figure de la cause des femmes et de la lutte contre la corruption en Libye, a été abattu mardi de 30 balles tirées à bout portant. Son meurtre a eu lieu en pleine rue Bouakreid, l'une des plus grandes artères commerciales du Benghazi. Hanan Al-Barazi avait toujours refusé de se taire devant les crimes, leurs auteurs et la logique des bandes armées malgré les menaces de mort que ces dernières lui avaient adressées à plusieurs reprises. La veille de sa mort, elle dénonçait dans une vidéo la corruption de Saddam Khalifa Haftar, fils du maréchal et officier dans son armée. Elle avait promis d'ailleurs de donner prochainement plus de détails. Son meurtre provoque une grande émotion dans le pays. Amnesty International a dénoncé l'assassinat de celle qui a critiqué la corruption de plusieurs individus affiliés aux groupes armés dans l'Est de la Libye. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, a aussi condamné l'assassinat de l'avocate libyenne, appelant les autorités à agir pour mettre fin à l'impunité. L'ONG Human Rights Watch a exhorté ce mercredi les autorités libyennes à enquêter rapidement sur l'assassinat de l'avocate. Le maréchal Khalifa Haftar a de son côté condamné avec la plus grande fermeté cette attaque. Ce meurtre brutal ressemble à une exécution de sang-froid, a dénoncé Hanan Salah, chercheuse à Human Rights Watch pour la Libye, citée dans le communiqué. Les groupes armés à Benghazi semblent penser qu'ils sont invincibles. Les autorités doivent leur prouver qu'elles ont tort, a-t-elle estimé. C'est cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.